Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 19-20. De 7 à 10 jours, la durée d'isolement est allongée pour toutes les personnes positives. Olivier Véran appelle ce soir les Français à ne pas relâcher leurs efforts. La situation est fragile, ce n'est pas le moment d'alléger les mesures. Des festivals cet été, mais sous condition. Le gouvernement impose une limite maximale de 5000 personnes assises. L'État débloque 30 millions d'euros pour aider les organisateurs à s'adapter. Comment sauver Air France KLM? 7 milliards d'euros de pertes l'an passé à cause de la crise sanitaire et pas de retour à la normale espérée avant 2024. Il faudra accélérer les restructurations et peut-être même recapitaliser l'entreprise. 20 ans après la mort de Charles Trenet, que reste-t-il du fou chantant? L'une de nos équipes est partie sur les traces du poète à Narbonne, sa ville natale. Un constat ce soir, les variants continuent de progresser dans notre pays et cela complique le travail de projection des scientifiques. Olivier Véran l'a redit, les prochains jours seront décisifs. En attendant, il ne faut pas relâcher l'effort et la vigilance. À partir de lundi, toutes les personnes contaminées devront rester en quarantaine pendant 10 jours au lieu de 7 actuellement. Les annonces de la soirée, Catherine Rougerie. Surtout, ne pas croire que l'épidémie est derrière nous. Ce soir, Olivier Véran insiste, les semaines à venir sont déterminantes. L'heure n'est pas encore au relâchement de nos efforts, encore moins au relâchement de notre vigilance collective. Nous ne sommes pas encore sortis de la seconde vague, a martelé le ministre. Et il faut désormais prendre en compte les mutations du virus qui le rendent beaucoup plus contagieux. 36% des cas positifs infectés par le variant britannique, 5% par les variants sud-africains et brésiliens. Pour freiner l'épidémie, le ministre annonce donc un allongement de la durée de l'isolement. À compter de lundi, elle passera à 10 jours pour tous les patients positifs et restera de 7 jours pour les cas contacts. Autre arme de défense, la vaccination déployée au plus près des usagers. Développer des opérations dites d'aller vers, c'est-à-dire des vaccins qui peuvent être administrés dans le cadre de bus, ambulants, de barnums temporaires installés dans les quartiers populaires. Enfin, pas question de rouvrir les lieux fermés. Restaurants, musées, cinéma restent pour l'instant rideau baissé. Olivier Véran a rappelé les disparités géographiques avec une situation toujours inquiétante en Moselle, dans l'agglomération de Dunkerque et aujourd'hui aussi à Nice. L'hôpital est sous tension, le virus circule plus vite. Le ministre de la Santé se rendra dans les Alpes-Maritimes samedi. Reportage aujourd'hui à Nice, Anaïs Barre, José Boulestax. À Nice, le virus se propage plus vite que partout ailleurs en France. Si elle n'est pas encore hors de contrôle, l'épidémie gagne du terrain dans les Alpes-Maritimes. Les foyers d'infection se multiplient comme ici dans le quartier de l'Ariane et l'inquiétude grimpe. Là, mon fils, qui a 4 ans, son classe s'est fermée parce qu'ils ont trouvé 4 enfants, ils ont le Covid. Ça fait peur, ouais. On est inquiet, on est tout le temps inquiet. Après, on essaye de se protéger quand même et de prendre soin, de nettoyer, de désinfecter surtout. Dans le département, le taux d'incidence est aujourd'hui de 577 cas pour 100 000 habitants. Un record en France, bien au-dessus de la moyenne nationale de 190 pour 100 000. Une aggravation de la situation due en partie à la propagation du variant anglais sur le territoire. Qui représente plus de 50% des cas nouveaux que nous enregistrons. Et donc cette progression est effectivement très préoccupante. Et donc nous nous attendons malheureusement à ce que ce chiffre grimpe encore dans les jours à venir. De quoi inquiéter le personnel soignant qui se prépare déjà à une possible saturation des hôpitaux, alors que les lits de réanimation sont déjà presque tous occupés. On est soumis au risque d'une augmentation du nombre de positifs, ce qu'on constate maintenant, et probablement du nombre de patients à hospitaliser en hospitalisation conventionnelle et en soins critiques. Le ministre de la Santé est attendu samedi à Nice pour étudier l'évolution de la situation. De nouvelles restrictions pourraient être décidées dans la région.
Et Julie Vitaline est avec nous en direct de Nice. Bonsoir Julie, quelle est la situation ce soir dans les services hospitaliers de la ville ? Eh bien écoutez, on pousse les murs dans tous les hôpitaux des Alpes-Maritimes. Illustration ici à l'hôpital Pasteur de Nice où le service de réanimation est quasi complet avec un afflux important de patients ces derniers jours. Résultat, 22 lits de réanimation sont occupés par des malades du Covid-19. 5 nouvelles places seront ouvertes ce week-end, mais les personnels soignants craignent surtout une pénurie des effectifs dans les jours qui viennent. En tout, dans le département, 94,5% des lits de réanimation sont occupés. C'est cette situation critique que le ministre de la Santé viendra observer ce samedi à Nice. Merci beaucoup Julie. Un peu de visibilité ce soir pour le monde de la culture. Les festivals pourront se tenir cet été, mais sous conditions. Le ministère a imposé un cadre strict, pas plus de 5000 spectateurs assis. C'est très contraignant, il faudra s'adapter. Mais ce soir, le festival des Vieilles Charrues, par exemple, se dit déjà prêt à jouer le jeu, même s'il reste encore beaucoup de questions à régler. Julien Nény, Nathalie Berthier. Feu vert pour les festivals cet été, mais avec des conditions drastiques. Voilà ce qu'a annoncé Roselyne Bachelot cet après-midi aux organisateurs des principaux festivals musicaux de l'été réunis en visioconférence. Dans le détail, pour respecter la distanciation, la ministre propose des places uniquement assises, 5000 maximum. En cas d'annulation de dernière minute, l'État met en place une aide de 30 millions d'euros. Un cadre qui pourra bien sûr être élargi. Il y a des choses qui peuvent évoluer. Moi, je suis persuadé que la situation sanitaire s'améliorant, nous pourrons desserrer ce cadre que j'ai fixé et l'élargir. Pourquoi pas en termes de jauge. Cette année donc, pas de mouvement de foule au festival Hellfest, ni de chorégraphie entassée par milliers aux Vieilles Charrues. Pour ce festival breton, aux 70 000 visiteurs quotidiens, la jauge d'accueil va être divisée par 14. C'est un vrai défi, c'est un vrai pari. On a dit qu'on voulait organiser ces retrouvailles l'été prochain avec le public. Et que c'est peut-être aussi une première victoire face à cette crise sanitaire, qu'un an après le début de la crise, on puisse envisager là concrètement une reprise. Malgré les contraintes, une bonne nouvelle pour le monde de la culture donc, la première depuis le début de l'épidémie. Le gouvernement s'active depuis plusieurs jours pour éviter la fermeture de la frontière entre la Moselle et l'Allemagne. C'est une option sérieuse étudiée par Berlin face à la flambée épidémique et à la circulation active des variants dans ce département lorrain. Ce serait une très mauvaise nouvelle pour les 50 000 frontaliers qui travaillent chaque jour en Allemagne. Reportage Benjamin Delombre avec Luc Edrich. À moins d'1 kilomètre de la frontière française, c'est dans son domaine l'une des entreprises les plus importantes d'Allemagne. Chaque jour, 450 vélos électriques sortent de ces lignes. Vous en avez fait combien aujourd'hui ? On en a fait 100. Dont un bon nombre passe entre les mains de Magali Stenger, cette Française. Travailler en Allemagne, ça change quoi pour vous ? Pas grand-chose. Ça change pas grand-chose. J'habite juste à côté, donc si je travaille en France, c'est pareil, c'est mieux payé. 500 € de plus qu'en France. Pour ce salaire avantageux, 80 Français travaillent ici. La moitié des employés. Sans eux, l'usine ne tournerait pas. Au maximum, on ne pourrait faire fonctionner qu'une chaîne de fabrication sur 3. Et peut-être même, dans le pire des cas, on devrait fermer l'entreprise. Une entreprise allemande privée de ses employés français, l'hypothèse n'est pas à exclure. Avec l'augmentation des cas de Covid-19 en Moselle, l'Allemagne réfléchirait à fermer strictement sa frontière. Pour Magali Stenger, qui la traverse chaque jour pour rejoindre son domicile à 5 km, c'est incompréhensible. Surtout que c'est vraiment juste à côté, c'est ça qui est affolant. Je pourrais plus aller travailler si les frontières ferment. Je suis au chômage technique, donc à la maison, et ce serait vraiment compliqué. Au quotidien, 50 000 Mosellans vont travailler en Allemagne. Et beaucoup d'autres s'y rendent simplement pour faire leurs courses, attirés par les tarifs alléchants des supermarchés allemands. Fruits, légumes, oui, des épices, quelques biscuits pour les enfants, des choses comme ça. J'ai payé 34 €. En France, c'est 20 € plus cher. On le craint de semaine en semaine que ça va être fermé, mais bon, tant que c'est ouvert, on y va. Des Français qui vont en Allemagne pour les produits de grande consommation et des Allemands qui viennent en France pour ses spécialités.
Celle de ce boulanger de Sarreguemines, par exemple. En général, ils aiment toujours donc, ce qui est de saison, donc les beignets. Après les restrictions sanitaires, une frontière fermée induirait pour lui un nouveau manque à gagner. En tant que boulanger-pâtisserie, on s'est impacté le week-end, ça c'est une certitude, parce que souvent les Allemands viennent le samedi ou le dimanche, on perdra entre 15 et 20% du chiffre d'affaires qu'on fait le week-end avec les Allemands. Restriction ou non des passages à la frontière, la décision allemande pourrait être annoncée d'un jour à l'autre. La crise sanitaire n'est pas encore terminée, mais ses effets sur le secteur aérien sont déjà dévastateurs. L'an passé, Air France KLM a perdu plus de 7 milliards d'euros et 2/3 de ses clients. Les perspectives pour cette année ne sont guère encourageantes. Le patron de la compagnie annonce déjà qu'il faudra accélérer la restructuration. On évoque même une recapitalisation avec sans doute des contreparties exigées par l'Europe. Comment sauver Air France KLM? Agnès Géraud-Carlier avec Olivier Gardette. Les comptes d'Air France dans le rouge. 7 milliards 100 millions d'euros de pertes en un an. De mauvais résultats financiers qui pourraient lui couper les ailes. Alors comment sauver Air France? Pour s'en sortir, la compagnie taille dans ses effectifs. 3600 postes l'an dernier et la confirmation de 4900 postes supplémentaires supprimés d'ici 2022 sous forme de départ volontaire. Nos résultats financiers 2020 confirment l'ampleur de la crise. Nous devons nous restructurer pour devenir plus compétitifs. Une situation qui inquiète certains salariés du groupe rencontrés ce matin. Et père et mère de famille, on a eu un impact sur nos salaires, même si on est soutenu par le chômage partiel qui est non négligeable. Donc voilà, c'est des inquiétudes au quotidien. Je pense qu'on est un peu tous stressés parce que c'est une situation particulière et c'est du jamais vu. L'État peut-il voler au secours de la compagnie? Oui, le gouvernement a toujours été très clair. Hors de question d'abandonner la compagnie nationale. Quand on a pris la décision de soutenir Air France au début, c'est pas pour laisser tomber Air France à la fin, au moment où ça devient encore plus difficile. Air France a déjà bénéficié de prêts directs ou garantis de l'État de 7 milliards d'euros. Un nouveau soutien serait sur la table pour renforcer les comptes de la compagnie. Mais alors, avec quelle contrepartie? Pour accepter cette aide, l'Europe pourrait dicter ses conditions. En général, les contreparties que Bruxelles impose, c'est de rendre des slots. Les slots, c'est des créneaux dans les aéroports pour pouvoir poser et faire redécoller un avion. C'est une ressource très rare dans les aéroports qui sont saturés. Selon Air France, 8000 créneaux aériens pourraient ainsi passer entre les mains de concurrents. Bercy espère un accord avec Bruxelles d'ici quelques semaines. Air France est loin d'être une exception. Bonsoir David Boyery. L'effondrement du trafic aérien a des conséquences sur toutes les compagnies aériennes. Oui, en réalité, les plus grandes compagnies internationales seraient toutes aujourd'hui en faillite si elles n'étaient pas tenues à bout de bras par les États. En 2020, le nombre de passagers dans le monde s'est effondré de 60%, passant de 4,5 milliards à seulement 1,8 milliard. C'est un retour au trafic de 2003. Clouer des avions au sol est un gouffre financier. Il n'y a bien sûr plus aucune recette, mais les coûts, eux, s'envolent. Les compagnies ont donc ainsi dû dépenser des millions d'euros chaque jour. Ouais, ce qui est inquiétant, c'est que la situation, elle ne s'arrange pas en ce début d'année. Et non, aucun signe de reprise pour l'instant à cause des, on l'a vu, nombreuses restrictions de déplacement. Regardez le ciel européen. Mardi dernier, le 16 février 2021, il y avait seulement 975 vols contre 2500 le 16 février 2019. La différence, on le voit, est impressionnante. Même chose dans les aéroports parisiens. L'an dernier, il y a eu 75 millions de passagers en moins par rapport à 2019. Et cette année encore, le recul pourrait approcher les 45 millions. Tout le secteur se prépare donc à de très longues turbulences, au moins jusqu'en 2024, voire 2025, pour retrouver le même niveau de trafic aérien qu'avant l'arrivée du coronavirus. Merci beaucoup David. Au chapitre judiciaire maintenant, Georges Tron s'apprête à passer sa 2e nuit en prison. Le maire de Draveil et ancien secrétaire d'État, condamné hier soir à 5 ans de prison, dont 3 fermes. Innocenté en première instance, il est aujourd'hui reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur une employée municipale. Un retournement après 10 ans de procédure. Son avocat annonce ce soir qu'il se pourvoit en cassation. Sophie Nemeyer, Madi Diawara. Il était libre à son arrivée pour l'énoncé du verdict. Georges Tron est ressorti sous escorte direction la prison de la Santé où il a passé la nuit.
Ancien secrétaire d'État et maire de Draveil, il est condamné à 5 ans de prison, dont 3 fermes. C'est plus que ce qui avait été requis. Reconnu coupable de viol et d'agression sexuelle sur Virginie Etel, l'une de ses anciennes employées à la municipalité. Quand j'ai entendu que tout avait été reconnu en ce qui me concerne, ça a été un soulagement parce que c'est ce que je demande depuis 10 ans, c'est d'être entendue. Et du coup, j'ai du mal encore à y croire. La Cour reconnaît la contrainte morale, l'emprise que Georges Tron exerçait sur Virginie Etel. Un coup de théâtre à l'issue d'une longue bataille judiciaire et après un acquittement en première instance. L'autre plaignante, ici en pleurs à l'issue de l'audience, elle n'a pas été reconnue comme victime. Ça a été une violence de ne pas entendre que je faisais, mes récits n'avaient pas été reconnus. Mais le sentiment premier rapidement est passé en prenant un petit peu de hauteur à se rendre compte qu'en fait c'était ce combat que nous avions gagné après plus de 10 ans. Georges Tron venait d'être réélu maire de Draveil dès le premier tour. Il l'était depuis 25 ans. Sa condamnation est assortie d'une interdiction d'être élu pendant 6 ans. Sur le marché ce matin, les habitants ont appris la nouvelle. Pour moi, c'était un bon maire. Par contre, on n'a pas suivi tout ce qui s'est passé. Donc juger, c'est très très difficile de juger. La justice est passée et je crois qu'il a encore la possibilité de passer en cassation. Donc on va voir ce que l'avenir nous réserve. C'est le premier adjoint qui est aujourd'hui à la tête de la commune. Les avocats de Georges Tron contestent la décision de la cour d'assises. Ils ont décidé de se pourvoir en cassation. Selon les informations de nos confrères du Parisien, une enquête judiciaire pour viol a été ouverte cette semaine contre Patrick Poivre d'Arvor. Une écrivaine l'accuse, l'ancien présentateur, d'avoir abusé d'elle à plusieurs reprises entre 2004 et 2009 dans un contexte, dit-elle, d'emprise psychologique et d'abus de pouvoir. PPDA qualifie ce soir cette plainte d'accusation fantaisiste et va saisir, dit-il, son avocat pour engager une procédure. Prudence, si vous avez envie de vous faire tatouer, comme le sont déjà 18% des Français, l'UFC Que Choisir alerte sur la toxicité de certaines encres. 75% des échantillons choisis et testés par l'association ne respecteraient pas les normes en vigueur et pourraient être dangereuses pour notre santé. L'UFC a saisi la répression des fraudes et les autorités sanitaires. Bernard Aparis, Noah Thomas, Quentin d'Anjou. Un joli cœur transpercé d'une flèche aggravée sur un biceps, c'est la mission de ce jeune tatoueur. Le geste est sûr, la connaissance du produit utilisé, beaucoup moins. On a les étiquettes, on a la composition en soi. Après, comment c'est fait, etc., non, on n'est pas plus informé que ça. Dans une étude sur les encres, l'association UFC Que Choisir est alarmiste. Sur les 20 produits achetés sur Internet et testés, 15 contiennent des composants toxiques, conservateurs ou colorants interdits, ingrédients cancérogènes. Seulement 5 sont sans danger. Historiquement, il y a eu des encres, déjà des encres, des références d'encre qui ont été retirées du marché, mais qui se retrouvent encore sur le marché. Il faut maintenir la pression et les contrôles et retirer ces produits de l'Union européenne, avec les tatoueurs qui doivent avoir un rôle plus actif dans le tri des produits. Pour le syndicat des tatoueurs, la polémique n'est pas nouvelle et l'étude publiée n'a pas valeur scientifique. Une réglementation stricte existe déjà. Nous, on est obligé de se fournir avec des produits qui sont traçables, avec des numéros de lot, avec tout qui est étiqueté dessus et qu'on achète obligatoirement chez un fournisseur français. À partir de là, voilà, tous ceux qui sont clandestins, ils font ce qu'ils veulent. Et ceux-là, on les contrôle pas. Les substances toxiques contenues dans les encres sont injectées dans le corps et y demeurent longtemps. Des effets secondaires peuvent exister, selon ce médecin. On trouve des colorants, des sels de métaux lourds, des hydrocarbures aromatiques et on sait que ces produits sont des produits allergisants, génotoxiques et potentiellement cancérotoxiques. Actuellement, aucune étude scientifique ne démontre de lien entre tatouage et cancer de la peau. L'événement sera retransmis ce soir dans le monde entier et chez nous sur France Info Canal 27 dans 2 heures exactement. Vous allez vivre en direct l'atterrissage sur Mars du robot Persévérance. Jean-Christophe Batteria, bonsoir. Bonsoir. 7 minutes de suspense. Les spécialistes parlent même de 7 minutes
de terreur. Oui, ce sont les 7 minutes durant lesquelles la capsule qui contient le robot Persévérance va rentrer dans l'atmosphère martienne. Et là, on ne peut plus rien faire, on ne peut plus corriger quoi que ce soit de la trajectoire. Alors c'est un processus entièrement automatisé. Oui, parce que si on voulait envoyer un ordre, il faudrait attendre 11 minutes, le temps d'aller à 220 millions de kilomètres, même à la vitesse de la lumière. La capsule file en ce moment à 23 000 km/h. Elle va se passer comme une étoile filante dans le ciel de Mars. Un freinage terrible, un freinage aérodynamique protégé par un bouclier de carbone. Arrivée à 1500 km/h, elle ouvre un parachute géant, 2 fois la taille d'un terrain de tennis, parce que l'atmosphère de Mars est très faible, très ténue. Puis après, elle déclenche des rétrofusées et c'est pendu par des câbles de nylon que le rover va se poser en douceur. Mais alors attention, il va falloir attendre encore 11 minutes de suspense pour savoir si tout s'est bien passé, le temps qu'arrive la première photo. Et bien sûr, le lieu d'atterrissage n'a pas été choisi au hasard. Mais c'est le fond de ce qui fut un grand lac il y a 3,5 milliards d'années, à l'époque où la vie est apparue sur Terre et probablement aussi sur Mars. Et c'est bien l'objectif de cette mission à 2 milliards d'euros, chercher des traces de vie que le rover va traquer grâce à sa caméra, grâce à ses rayons laser fabriqués en France. Merci beaucoup Jean-Christophe. Un événement à vivre donc en direct à partir de 21h sur France Info, Canal 27, avec Christophe Gascard. 70 ans de carrière, des chansons devenues des classiques, 20 ans tout juste après la mort de Charles Trenet. Que reste-t-il du chanteur-poète qui aimait célébrer la joie, l'insouciance et la douceur de la France? Marianne Buisson et Fabienne Blévis sont retournées sur ses traces à Narbonne, sa ville natale. Son chapeau, son swing et ses chansons restent indémodables. Ce fou de poésie fut le roi du music-hall à la française. Mais dans la ville qu'il a vu naître, à Narbonne, que reste-t-il de Charles Trenet? Narbonne, mon ami. Il l'appelait sa belle endormie. Charles Trenet naît à Narbonne le 18 mai 1913. Très exactement dans cette maison au volet vert. Et c'est ici même, tout là-haut, qu'il est filmé par une équipe de télévision en 1964. Bien Narbonne, sur le toit de ma maison natale, et entre deux tuiles, je chante. Ouvre ton cœur à l'amour, ouvre ta fenêtre au jour, laisse entrer chez toi le gai soleil et dis allez, 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 bonjour. Dans cette demeure bourgeoise, il y a toujours eu de la fantaisie. Au premier étage, le salon de musique de la famille. Un père notaire et mélomane, une mère aimante. Chez les Trenet, ça chante soir et matin. Mon père joue du violon, mon frère du cymbalon, et moi, vous le savez bien, je ne joue de rien. Toute la famille se réunissait ici, le papa jouait du violon, la maman jouait du piano, le facteur venait après sa tournée avec sa flûte, donc on savait que chez la famille Trenet, on pouvait toujours improviser un concert. Je suis né dans une maison à Narbonne aussi qui était très mystérieuse, qui était toute craquante de bruits bizarres. Et c'est pour ça qu'on retrouve toujours dans mes chansons le mot placard. Et alors j'avais l'impression que quand j'allais les ouvrir, j'y trouverais les 12 femmes de barbe bleue. Pendant toute sa vie, il reviendra régulièrement, continuant à dormir dans la chambre de son enfance, comme pour en retrouver le goût. C'est son lieu d'inspiration privilégié, et c'est pour ça que c'était une maison qui constituait un refuge, une boîte à souvenirs. Trenet nous laisse plus de 1000 chansons, au style inimitable. Joue-moi de l'électrophone. J'ai envie d'entendre des airs anciens. Et s'il y a quelqu'un qui les connaît toutes, c'est bien lui. Georges Petit fut son coiffeur, mais aussi son ami. Il disait, tu vois, Marie-Antoinette, elle a eu son confident, Léonard, le grand Léonard. Eh bien moi, je Georges Petit, mon coiffeur de Narbonne. Une amitié fidèle, même quand le chanteur est au sommet de sa gloire. Il était un homme simple, hein, parce qu'il disait, tu vois, c'est si gentil d'être simple, c'est si simple d'être gentil, il me disait. Douce France, cher pays de mon enfance. Restent des chansons simples et joyeuses, à jamais gravées dans nos cœurs. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Voilà, c'est la fin de ce 19-20. 21h05, votre soirée cinéma adopte un veuf avec notamment André Dussolier. Prochain rendez-vous avec l'info le 23h avec Patricia Loison sur France Info Canal 27. Excellente soirée à vous. Je vous dis à lundi. Bonsoir. Retrouvez toute l'info en continu sur le Canal 27.